Mon heure de gloire. Et on va parler langue ce soir, mais celle qui sert à nous comprendre et non pas à donner du plaisir. Alors range la tienne, Romain, s'il te plaît. C'est en ce moment la semaine. C'est le générique de Tintin, voilà. C'est en ce moment la semaine de la langue française. À parler, elle sert aussi à faire des choses. Oh, je parle. Oui, bah c'est pas grave. Non, un lancement, on le laisse faire. C'est en ce moment la semaine de la langue française et de la francophonie, et tu as trouvé, cher Julien, utile de décortiquer des expressions liées à notre langue, à des personnages ou directement à notre pays. Et on commence par une expression bien connue, parler français comme une vache espagnole. Que vient faire le ruminant là-dedans ? Oui, et c'est l'occasion de remercier Marco pour ce magnifique générique. Oui, voilà. Oui. Entièrement refait. Très sympa d'ailleurs. Eh bien, que vient faire le ruminant là-dedans ? En fait, rien, car vous ne le savez peut-être pas, mais cette expression a été complètement détournée. Est-ce que tu le savais, maîtresse ? Non, absolument pas. Eh bien, écoute-moi. L'origine remonterait au XVIIe siècle. XVIIe siècle, elle viendrait de l'expression « parler français comme un basque espagnol ». Il s'agit donc d'une altération de basque, car vaces, en vache. Vaces, V-A-S-C-E-S, désigne en espagnol les Gascons ou les Basques. Et s'ils se trouvent de l'autre côté des Pyrénées, eh bien, il y a de fortes chances pour qu'ils ne parlent pas bien notre langue, car parler français comme une vache espagnole signifie ne pas maîtriser la langue de Molière ou, plus généralement, ne pas être à l'aise avec une langue étrangère. Il faut dire que le qualificatif espagnol a souvent servi à désigner des choses de façon très négative. Le mammifère est donc arrivé de manière complètement hasardeuse dans l'expression, et depuis, elle ne cesse d'intriguer et de faire rire. Personnellement, moi, je ne peux pas m'empêcher d'imaginer un ruminant vêtu en jaune et rouge en tentant de porter correctement le béret et la baguette. Alors notre langue française, elle est aussi très riche en expressions, cher Julien, c'est d'ailleurs ce qui fait tout son charme et tout le charme de ta chronique depuis maintenant 2 ans. C'est aussi, par contre, le malheur des étrangers en demande permanente d'explications qui ne comprennent pas toujours ce qu'on dit. La deuxième expression que tu nous présentes ce soir fait référence à un nom propre, c'est faire des lapalissades. Alors, on n'en fait pas du tout ici, n'est-ce pas ? Pas du tout, et c'est une maxime que j'apprécie particulièrement, tant les exemples qui en découlent sont évidents, voire absurdes. On parle de la palissade ou de vérité de la palisse, mais également, et ça va vous plaire, Flo et Romain, de truisme, pour désigner une vérité d'une banalité complètement affligeante. Petit souvenir de nos années EDJ. Quelle horreur! D'où vient l'expression, non pas truisme, mais la lapalissade. Elle ferait référence à Jacques de Chabannes, plus connu sous le nom de marquis de la Palisse. Christophe. En 1500, le grand-grand-père de Christophe. Titre qu'il acquiert en 1515 sous le règne d'un certain François Ier. Mais en fait, l'expression est née après la mort du marquis en 1525 durant la bataille de Pavie. Une chanson écrite au XVIIIe siècle en son honneur par le poète Bernard de la Monnoye raconte les derniers jours du marquis. Certaines des paroles tellement évidentes en sont devenues ridicules, et c'est un peu tout ce que l'on retient du poème, qui pourtant est élogieux à la base. Jugez par vous-même. Hélas, s'il ne fut point mort, il n'eut point perdu la vie. Ou, la plus célèbre, que vous avez déjà tous entendue, que 2 jours avant sa mort, il était encore en vie. Ben oui. Alors, je vous ai concocté un petit florilège de la palissade plus proche de nous. La première tirée du film La classe américaine, sorti en 93. On l'a retrouvé assassiné un jour, il en est mort. Bon, certes. La deuxième qui est signée de notre Johnny Hallyday national lors du Paris-Dakar en 2002. Tu te rends compte, si on n'avait pas perdu un quart d'heure, on serait là depuis un quart d'heure. Soit. Voilà. Et peut-être ma préférée, celle qui est signée Sandrine Rousseau en 2022 à l'Assemblée nationale. Les personnes sans domicile fixe meurent plus de chaleur l'été que l'hiver. Eh oui, élémentaire, mon cher. Alors, mais là, elle est juste con, là. oui, mais c'est une lapalissade. Hein. Merci, Julien, pour cette liste récente, contemporaine, comme on pourrait dire. Et la dernière expression que tu nous présentes ce soir fait référence au sujet de débat qu'on avait juste avant, Paris, la ville poubelle, lumière. Pardon. Et l'expression, c'est Paris vaut bien une messe. Même si je vous demanderai pas de vous convertir aujourd'hui, Julien va tout nous dire là-dessus. Tu ne nous demanderas pas de nous convertir, c'est sûr, mais tu nous considères déjà et depuis longtemps comme de fidèles disciples, j'espère. Oui. Dissipés, mais cette expression des disciples dissipés. Oui. Je trouve cette expression très poétique. Paris vaut bien une messe signifie faire une concession plus ou moins honorable pour obtenir un avantage important. Et elle proviendrait d'un certain Henri IV,
le roi de France, obligé de se convertir, on le sait tous, au catholicisme pour accéder au trône, aurait prononcé cette phrase en 1593 en la basilique Saint-Denis, juste avant la cérémonie. Paris vaut bien une messe pour symboliser l'accès à la capitale, à la France, et donc au pouvoir, autrefois basé au palais du Louvre. Mais comme toute bonne expression, vous vous en doutez, son origine n'est pas établie avec certitude. Elle lui aurait été attribuée a posteriori. La deuxième piste proviendrait du duc de Sully, proche conseiller d'Henri IV, qui lui aurait demandé pourquoi il n'allait pas à la messe aussi bien que lui. Eh bien, sans se dégonfler, Sully aurait fait comprendre au souverain qu'il n'était pas sujet aux mêmes obligations, et il aurait ainsi rétorqué « Sire, la couronne vaut bien une messe. Oh, c'était beau. » Voilà. Je le raconte à mes élèves. C'est vrai. Voilà. Et c'est la version Oui. que tu donnes? Non, pas du tout. Non, si, je leur donne les deux versions. Non, mais Et, Amélie a en fait, chemsex un milieu. Cette année, mais non, cette année pas encore parce que c'est semaine prochaine la séance sur Henri IV. Mais du coup, je savais parce que je leur raconte l'anecdote. Voilà. Ah, attends, tu fais Henri IV début avril. Avril, c'est le 4e mois. Ben, quelle classe, bravo. Non, On a mais tout dit. alors c'est pas fait exprès, c'est juste que je fais comme je peux. Eh ben voilà, tu es une peux génie rire. incompris. Oui. En CM1, on est censé couvrir la période de la préhistoire à Napoléon. Juste en CM1. Putain. Bonjour. On est quand même sur un grand écart, quoi. Ouais. Alors, comment te dire que l'on va très très vite sur beaucoup de choses. Merci maîtresse de nous avoir appris cette année que Napoléon il vivait avec des mammouths. Non, mais Et qu'il avait bien connu François Mitterrand.